Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Sandrine Rousseau qui veut quitter X, mais elle ne le fera pas seule. La députée écologiste donc a rendu publique une lettre qui a été envoyée hier à l'ensemble de ses collègues du NFP, les invitant à quitter le réseau social qui est détenu par le milliardaire qui est proche de Donald Trump. Écoutez. Les réseaux sociaux ont un pouvoir, raison pour laquelle j'ai adressé un courrier à tous les députés du nouveau Front Populaire pour leur proposer de quitter ensemble le réseau Twitter pour faire une espèce de précédent mondial. Ce serait la première fois que cela se ferait. Donc là, j'ai lancé cette initiative en effet il y a 2 jours et depuis, j'ai écrit aux députés pour que nous le fassions ensemble. Donc voilà, c'est important de le faire, c'est politique et aujourd'hui, nous avons absolument besoin de réaffirmer la ligne politique sur laquelle nous sommes. Voilà, alors, c'est pas la première fois qu'elle menace de quitter le réseau social X, Sandrine Rousseau, tout ça parce qu'Elon Musk en a pris les commandes et elle estime que la démocratie est en danger. Elle a été rejointe par Marine Tondelier, Manon Aubry aussi, qui ont dit qu'elle souhaitait quitter ce réseau social. Bon, alors... il faudrait interdire X. C'est ce que veut Marine Tondelier. Est-ce que la liberté est en danger sur ce réseau social ? Je ne sais pas, Gabriel Cluzel, est-ce que vous l'utilisez, est-ce que vous ne l'utilisez pas, est-ce que vous comprenez la démarche de Sandrine Rousseau qui menace de le quitter en permanence ? Oui, évidemment, comme beaucoup de journalistes, comme la plupart, je crois, des journalistes, voire tous, et des politiques, je suis beaucoup sur X. Moi, je suis très frappée de ce refus du débat. Quitter le jeu, c'est dire, écoutez, je jette l'éponge, j'ai plus envie de discuter avec vous. Elle a sûrement des idées intéressantes à développer, Sandrine Rousseau. Eh bien, il faut qu'elle continue à le développer et qu'elle ferraille pied à pied avec ceux qui s'opposent à elle. Donc, c'est une forme de défaite de partir, qu'elle le fasse si elle veut. Mais c'est vrai que c'est assez curieux comme démarche. Quand on est politique, on est là pour combattre et se confronter aux idées des autres. Et puis quant à l'interdire, alors là, ça pour le coup, ça dépasse l'entendement. Là, c'est Marine Tondelier qui veut faire ça. Enfin, je vous rappelle qu'aujourd'hui, les pays qui interdisent X, c'est quoi ? C'est la Corée du Nord, le Pakistan, la Russie, quelques autres. C'est pas forcément les pays les plus démocratiques du monde. Donc c'est vrai que je trouve que la gauche, l'extrême gauche, en tout cas, a un problème sérieux, très sérieux, avec la liberté d'expression. La liberté d'expression. Ouais. Et ça, c'est très très net. Et ça nous ramène à je suis Charlie, où aujourd'hui on a du mal à dire je suis Charlie. Voilà, la boucle est bouclée. Nathan Devers. Moi je suis très critique de l'existence de Twitter, même avant le rachat d'Elon Musk. Parce que Twitter, c'est une agora privée, qui est une entreprise privée. Et le fait qu'une agora soit possédée par des milliardaires et soit gérée en fait avec les normes managériales d'une entreprise me semble problématique. Par exemple, même avant le rachat d'Elon Musk, la suppression de comptes, c'est quand même quelque chose de majeur parce qu'en fait on prive quelqu'un de sa parole publique et quand c'est décidé, si c'était décidé par la loi, comme on peut décider dans la loi de censurer tel ou tel livre, etc. C'est une chose. Mais quand c'est décidé par des gens qui sont des chefs d'entreprise et par des comités d'entreprise, ça pose un problème, si vous voulez, même d'opacité, d'arbitraire. Bon, pourquoi on a supprimé le compte d'Elon Musk sur Twitter à la fin de son mandat ? Pourquoi on l'a pas supprimé avant, après, ou pas du tout ? Enfin, vous voyez, c'est en soi, c'est un sujet. Je pense qu'Elon Musk a fait énormément de mal à Twitter, mais pour plein de raisons que j'ai beaucoup dites et je vais pas répéter, mais je suis fondamentalement opposé, moi, à toute cette gauche qui refuse le débat. Et je pense que c'est une gauche qui fait un mal fou. Précisément quand on pense qu'il y a un adversaire, qui est dangereux, qui est néfaste ou qui a des idées avec lesquelles on est en opposition totale. Idées, bien sûr. Il faut débattre. Et que veut dire débattre ? Et ça rejoint d'ailleurs le sujet de Jean-Marie Le Pen. Débattre veut dire 2 choses. Veut dire d'abord combattre. C'est la même étymologie. C'est un combat d'idées. Donc ceux qui nous disent que le débat c'est de la complaisance, ceux qui nous disent qu'avoir un compte, moi je suis pas actif sur Twitter, mais je veux dire qu'avoir un compte Twitter c'est être complaisant vis-à-vis. Non, au contraire, précisément, à partir du moment où les choses se passent dans tel ou tel endroit, il faut le faire dans l'endroit où ça se passe, premièrement. Et deuxièmement, le débat, c'est le respect vis-à-vis des individus en face desquels on déploie ses idées, mais la fermeté sur le plan des idées. Et fondamentalement, toute cette partie de la gauche qui refuse le débat, elle est précisément dans cette logique où elle attaque ceux qui débattent d'être complaisants, de se coucher, voire entre guillemets de collaborer. Vous voyez ce que je veux dire, de perdre leur âme, alors que c'est précisément l'inverse. Et fondamentalement, derrière ce refus du débat, il y a une gauche qui a choisi pour méthode de ne prêcher que les convaincus. Je me trompe peut-être. C'est facile ça. Mais je pense pas qu'il y ait des milliards de Français. D'abord, il n'y a pas de milliards de Français, mais je pense même pas qu'il y ait des milliers de Français qui aient changé d'avis politiquement en écoutant Sandrine Rousseau.
Parce que précisément, ou Sandrine, je la vise pas personnellement, mais en écoutant les gens comme elle qui refusent la logique du débat avec les adversaires. Parce que précisément, quand on est dans cette méthode-là, on ne parle que à des gens qui sont d'emblée d'accord avec soi-même. Oui. Donc ça n'a aucun intérêt politiquement, si ce n'est d'exciter, enfin en tout cas de stimuler sa propre chapelle. Je crois que la politique, et je crois surtout que la démocratie, et je crois que la gauche, ça devrait être vraiment l'inverse. Je voudrais qu'on écoute peut-être les explications de Fabrice Epelboin, qui est entrepreneur du numérique et spécialiste des réseaux sociaux. Il était l'invité de CNews et il expliquait comment le FBI avait la main mise sur les réseaux sociaux pour censurer beaucoup de choses à la suite du Covid. Écoutez. On sort d'une grande ère qui a été dominée par une très lourde influence, notamment du FBI, qui a pris des proportions complètement folles à l'occasion du Covid et qui, à partir du Covid, s'est mis à censurer les voix conservatrices de façon frénétique. Quand Elon Musk a racheté Twitter, on avait une proportion de l'ordre de 2/3 de démocrates pour 1/3 de républicains. Aujourd'hui, on est à peu près à 50-50. Très clairement, il y a eu une opération d'influence qui a consisté à vraiment éliminer tout un tas de voix conservatrices sur les réseaux sociaux qui ont été très, très, très efficaces. Et tout ça au profit des démocrates, évidemment. Donc, c'est-à-dire qu'on utilise les réseaux sociaux, effectivement, à des fins politiques. Donc, la parole, non seulement n'est pas vraiment libre sur les réseaux sociaux, mais en plus, nous sommes utilisés, Gabriel Cluzel. C'est intéressant. Mais de fait, moi, j'étais d'accord avec Nathan sur un point, c'est que c'est très ennuyeux d'avoir des réseaux sociaux qui ont une situation d'oligarchie ou de quasi-monopole, puisqu'ils sont extrêmement importants, Meta, X, etc., et contre lesquels on n'a pas vraiment de recours en réalité. On ne connaît pas bien les règles du jeu, du reste, et on n'a pas de recours. Moi, vous pouvez essayer, pour Boulevard Voltaire, on a eu notre page bloquée, etc. Pour faire des recours, alors il faut écrire. Combien de temps elle a été bloquée, votre page? Gabriel Cluzel. Ça date un peu, mais alors je peux vous raconter aussi quelque chose de croquignolé. On a été bloqué sur Twitter avant Elon Musk parce qu'on avait le bandeau. Vous connaissez le tableau sur la liberté guide le peuple? Oui, bien sûr. On voit Marianne qui a un sein à l'air. Ça a choqué les bonnes âmes qui censuraient. Mais je vous assure, je ne savais pas par quel bout prendre l'affaire. Donc notre compte Twitter était bloqué. Il s'appelait Twitter à l'époque, simplement parce que je sais pas quelle ligue de vertu qui censurait. C'est pas plutôt les algorithmes? Oui, ça devait être sans doute un algorithme. On va le dire évidemment. Je pense que c'est pas Madame Twitter qui a censuré, mais bref. Donc c'était assez ubuesque. Ça a duré 48 heures, mais néanmoins ça montre quand même le côté arbitraire. Et puis notre page Facebook, ça a été ultra compliqué. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui, d'ailleurs, que Mark Zuckerberg dit que je veux libéraliser, mais ça veut dire qu'il a en sa main un pouvoir, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir de libéraliser ou de ne pas libéraliser. Donc c'est grave. Et nous autres, mais c'est grave même en termes de souveraineté, parce que nous autres Français ou Européens qui n'avons pas su établir de réseaux sociaux dignes de ce nom, eh bien, nous sommes forcément tenus par ces réseaux sociaux. Mais dans l'absolu, je préfère un réseau comme X qui, semble-t-il, ouvre les vannes de la liberté, parfois pour le pire, mais néanmoins c'est la liberté, que cette censure opaque qui est évoquée par votre interlocuteur il y a quelques instants, parce que ça c'est proprement effrayant. Et pour revenir sur la gauche, c'est quand même une habitude, c'est-à-dire pourquoi ils refusent des intervenants dans une université. Ils ont qu'à dire vous invitez, je ne sais pas, Éric Zemmour, même François Hollande vous vous souvenez, il avait été censuré dans une université. Je vais débattre avec lui, voilà. Sandrine Rousseau a qu'à dire, moi je suis pas d'accord avec Sarah Knafo, je vais débattre avec elle, voilà, et je vais montrer que ces arguments sont fallacieux. Non, ils veulent interdire, et c'est ça qui est profondément inquiétant. Donc là, ils veulent quitter X, mais ils se doutent bien que c'est déserter le terrain, donc en plus, ils veulent l'interdire. Moi, écoutez, je trouve ces gens parfois c'est quand même très inquiétant. C'est quand même très très inquiétant, non? Nathan Devers, effectivement, atteinte à la liberté. Alors Elon Musk, lui, il a rouvert tous les comptes. On aime, on n'aime pas, mais voilà, c'est débridé. Mark Zuckerberg aussi a annoncé qu'il n'y aurait plus de fact-checking, vous savez, sur Facebook cette semaine. Il a expliqué également pourquoi plus de modérateurs. Voilà, parce que pareil, ces modérateurs avaient été utilisés à mauvais escient. C'est pour laisser effectivement la place à la liberté. Nathan Devers, que vous en pensez quoi? C'est dangereux ces réseaux sociaux en toute manière. Oui, mais je pense qu'il y a quand même deux sujets. Encore une fois, le fait qu'une entreprise privée qui a aujourd'hui un rôle public, un rôle central dans nos démocraties, décide par elle-même, d'après ses propres critères, des comptes qu'elle peut supprimer pour des raisons
d'opinion, etc. On l'a vu pendant la crise sanitaire. Ils ne censureront plus justement voilà, ces comptes. Non, mais je parle du passé. C'est problématique. Enfin voilà, quand Donald Trump avait eu son compte Twitter qui avait été fermé et même qui avait eu ses premiers avertissements alors qu'il avait perdu les élections, c'était pas très courageux. Si vous voulez, une entreprise privée, il avait 4 ans de mandat de Donald Trump où il avait passé ces 4 années à tweeter tous les jours des dizaines, des centaines, des milliers d'insultes ad hominem, de phrases problématiques, de fake news, etc. Twitter n'avait jamais rien dit. Et ils ont attendu le moment où il avait perdu les élections pour réagir. Ça montrait bien, si vous voulez, qu'il y avait une sorte de collusion entre des intérêts économiques et des intérêts et une vision politique. Mais ce que fait Elon Musk, c'est pas un service de la liberté d'expression. Je ne suis pas d'accord avec ça. Autoriser qu'on puisse tenir des propos racistes, autoriser... vous savez, Elon Musk, il a même commenté un certain nombre de tweets antisémites. Il a même soutenu un certain nombre de gens antisémites, même des Européens antisémites importants. Pourtant, je crois que il n'a pas besoin d'être antisémite. C'était un des sujets de sa visite en Israël. Non, il a toujours été au soutien, même des pires antisémites français qu'il a toujours soutenu sur Twitter, etc. Avant sa visite en Israël, quelqu'un comme même Alain Soral était soutenu au moins une reprise par Elon Musk sur Twitter. Je m'en souviens. Donc, ce que Elon Musk appelle la liberté d'expression, c'est pas le salon du XVIIIe siècle. C'est pas ça. C'est la haine raciale, c'est la haine sous toutes ses formes, c'est les attaques ad hominem, c'est les appels à la sédition, c'est les ingérences étrangères. C'est pas la même chose, si vous voulez. Et donc, je crois que ce qu'on appelle liberté d'expression, et moi, je suis un très grand défenseur de la liberté d'expression et du débat, etc. C'est une erreur, et je crois que c'est un mirage de croire qu'Elon Musk est quelqu'un qui aime la liberté. Oui. Voilà. Bon. On continuera ce débat. Je pense malheureusement que nous aurons l'occasion justement de le remettre sur la table, ce débat autour de la liberté sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup.